Achomar Shomahan. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, nous sommes aujourd'hui accompagnés du célèbre cavalier d'Othrak, Khal Drogo. Ashien Dothrae Chekaser. Ouais, tu parles que Dothraki du coup? No. Ah, tu parles français? No. Ok, je sens que ça va encore être facile cette histoire. No. Bon, si nous sommes tous les deux réunis aujourd'hui, c'est pour aborder le sujet que vous attendiez tous, le structuralisme. Tifiniani. Et Lévi-Strauss? Avant de commencer à parler de structuralisme et d'anthropologie, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de termes qui vont poser problème. Mais j'ai pas envie de m'appesantir dessus pour le moment, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au point une petite boîte dans laquelle je vais mettre tous les mots qui vont poser problème, et on reviendra dessus à la fin. Alors, pourquoi mettre en relation Lévi-Strauss et la série Game of Thrones? À ce propos, je précise que cette vidéo est absolument sans spoiler. Je ne raconterai que des événements qui ont lieu dans la saison 1 de Game of Thrones. Et si vous n'avez toujours pas vu la saison 1... La série nous présente une société médiévale qui, mis à part le côté fantastique qui est assez discret dans la saison 1, est assez proche des sociétés médiévales européennes. L'histoire anglaise étant une source vérifiée d'inspiration pour l'auteur J.R.R. Martin, qui s'inspire entre autres choses de la guerre de 100 ans et de la guerre des Deux Roses. Et je vous conseille un épisode du Très Barbu Nota Bene si le sujet vous intéresse. Si la série comporte de nombreuses créations originales, nul doute que notre bon vieux George s'est fortement inspiré de l'histoire française et anglaise pour construire son univers. Nous nous plaçons notamment du point de vue de Westeros, qui correspondrait culturellement à notre Europe, avec de nombreuses cultures comme les nordistes, la capitale Port-Réal ou la plus éloignée cité de Dorne, mais on conserve une certaine unité dans le fonctionnement politique et dans la langue. Cela dit, nous découvrons aussi à l'est de Westeros le large territoire d'Essos, qui est alors composé de cultures beaucoup plus exotiques pour le Petzouille de base, et on y rencontre notamment les Dothraki, le peuple de notre ami Khal Drogo. Sana Chomari Geran. Les Dothraki sont un peuple fier et conquérant à la langue gutturale, très proche de leurs chevaux et possédant une organisation sociale très rigide par rapport aux Andals, les habitants de Westeros. Voir la confrontation entre deux cultures assez différentes sera donc un bon moyen de mettre en évidence les structures sociales qui organisent la vie entre les individus, et donc d'aborder le thème du structuralisme qui nous intéresse aujourd'hui. La question sera donc comment comprendre une société complètement différente de la nôtre, et plus généralement, mais c'est quoi le structuralisme, nom d'une pipette vermifuge? Eh ben on y va. Bon, déjà le structuralisme, c'est pas un gros mot, c'est quoi? J'avais déjà commencé à aborder le sujet dans ma première vidéo en disant que j'y reviendrai plus tard. Alors, il y a quand même des chercheurs qui ont essayé de montrer qu'il y a des règles universelles qui régiraient les interactions humaines et qu'on pourrait retrouver à n'importe quelle époque et dans n'importe quel type de société humaine. Mais ça, on en reparlera quand on parlera des structuralistes. Donc pas maintenant. Et bien plus tard, c'est maintenant. Ici, je parle de règles universelles qui pourraient régir toute l'humanité. On cherche donc une espèce d'invariant culturel que l'on pourrait retrouver dans toutes les sociétés humaines. Je m'explique. Ce que disent les structuralistes, c'est qu'il y a de nombreuses façons d'organiser la vie humaine, mais que ces différentes façons ne sont pas infinies. On a souvent utilisé l'analogie du jeu de cartes pour parler des structures sociales humaines, les sociétés humaines étant comme des cartes que l'on pourrait réagencer de toutes les façons imaginables. S'il y a en effet un très grand nombre de combinaisons possibles, le fait qu'il y ait un nombre fini de cartes induit qu'il y ait un nombre fini de combinaisons. Il y a en outre des combinaisons qu'on ne retrouvera jamais et d'autres que l'on retrouvera très fréquemment au fil des sociétés, même si elles ne sont pas obligatoires, comme le patriarcat par exemple. A few moments later. Mais justement, je ne pouvais pas faire une vidéo qui traite à la fois de Game of Thrones et de structuralisme sans aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre en anthropologie, l'inceste! Très rapidement, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais l'inceste c'est quelque chose qui a été abordé dans beaucoup de récits anthropologiques et qui est vu comme une espèce d'invariant structural qu'on retrouverait dans la plupart des sociétés. Toutes, ou quasiment toutes, là je marche sur des œufs, les sociétés ont une forme de prohibition de l'inceste. L'inceste, c'est pas bien. Après, toutes les sociétés ont leur façon de définir l'inceste. Il y a beaucoup de sociétés où c'est pas bien de se marier avec sa sœur, mais avec sa cousine, il n'y a aucun souci. Mais bien sûr, la prohibition de l'inceste, c'est la norme sociale. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde s'y conforme nécessairement.
Et justement, cette prohibition, c'est le propre des sociétés humaines. Et ne pas suivre certaines règles humaines, ça peut être justement une façon de s'extraire de l'humanité. Dans l'Égypte antique, par exemple, il est avéré que pour les pharaons, il n'est absolument pas inhabituel de besogner sa sœur. Mais il faut bien voir que dans l'Égypte antique, les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Et le fait de déroger à la prohibition de l'inceste serait donc une façon pour eux de s'extraire de l'humanité pour s'élever au rang de dieu. Et évidemment, pour tous les gens qui ont vu ne serait-ce que le premier épisode de Game of Thrones, savent très bien que l'inceste a une place toute particulière dans la série. Et là, pour le coup, c'est la forme d'inceste la plus totale que l'on puisse imaginer, puisque c'est entre des frères et sœurs jumeaux. Et il y a bien dans la série une prohibition de l'inceste, puisque cette intrigue est à la base de la plupart des conflits qui surviendront après. Ajoutez au fait que les Lannister sont des nobles et qu'ils sont censés vivre selon des règles sociales encore plus strictes que leurs contemporains. À retenir, un peu d'inceste bien dosé est une bonne idée. L'analyse structuraliste, à la base, elle vient de la linguistique. La langue étant un élément structurant, partagé par l'ensemble des sociétés humaines, et qui définit en profondeur le rapport des individus avec le monde. Comme le fait remarquer notre ami Drogo dans sa langue si suave, qui sont bons les paillettes, la camomille et les petits papillons tout mignons, les Dothraki parlent dans la série une langue particulière qui a été inventée exprès pour eux. Il se trouve que notre ami barbu Linguistiquae a fait une vidéo exprès sur le sujet, donc je vous invite à la consulter si le sujet vous intéresse. Allez-y, c'est cool. La langue est un élément fondamental de la communication humaine, et il permet au groupe de se penser comme communauté en partageant un certain nombre de signifiants sémantiques. On peut d'ailleurs remarquer que ces langues inventées, comme le Dothraki, ont pu avoir une très grande importance dans la constitution originelle des communautés geeks, dont certains groupes étaient capables de se comprendre en parlant uniquement le haut elfique ou le klingon. Pour notre part, nous pouvons simplement remarquer à quel point la langue est le reflet de la culture à laquelle elle prend part. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ont fait les créateurs de la langue pour la série. Ils sont partis de ce qu'ils savaient de la culture Dothrak pour créer un vocabulaire et une grammaire adaptés à leurs valeurs et à leur mode de vie. As a language creator, you must start with the culture. You have to start with the people. You piece together what their life is, and little by little, you build up vocabulary that kind of reflects their worldview and their world. What might their values be like? What do they see the world as? What's important? What's not important? Sejora, I don't know how to say thank you in Dothraki. There is no word for thank you in Dothraki. D'une façon générale, il est évident que la précision d'une langue dépend assez fortement du mode de vie de ceux qui l'utilisent. Il y a par exemple une douzaine d'expressions pour dire le mot neige dans la langue des Inuits, alors qu'il n'y en a aucun en tahitien. De la même façon, pour les Dothraki qui sont un peuple nomade et très attaché à leurs chevaux, leur vocabulaire se construit très fortement autour de l'équitation. Bon, on veillera à pas faire d'essentialisme non plus. Pour reprendre l'exemple des chevaux, le mot Drothralat signifie chevaucher. Et les Dothraki sont donc le peuple qui chevauche. Alors, pour demander des nouvelles, on dira donc que l'on pourrait nous traduire par « Salut, comment vas-tu ?», mais qui se traduit littéralement par « As-tu bien chevauché aujourd'hui ?» De la même façon, pour dire au revoir, on dira que l'on pourrait traduire par « Chevauche bien ». Par définition, l'homme doit chevaucher. Et celui qui marche est vu comme inférieur, la pire des déchéances. C'est donc tout naturellement qu'on va retrouver le champ lexical de la marche dans le registre des insultes, avec la très traditionnelle insulte d'Othrak. On voit bien que marcher est ravalé au rang d'insulte, et puis bon, les mamans, c'est un peu le truc universel pour abaisser quelqu'un de toute façon. Hein. Je me demande si c'est pas ça la variante culturelle finalement. On n'avait dit pas les mamans. Après avoir été théorisé en linguistique, le structuralisme sera surtout récupéré par l'anthropologie, et notamment par le big boss badass de l'anthropologie, Lévi-Strauss. Ah, et pour ceux qui pensent que je parle d'une marque de jean, vous pouvez sortir. Lévi-Strauss, c'est un anthropologue né en 1908 et qui a juste posé les bases de l'anthropologie sociale. Pour faire le lien avec ma précédente vidéo, c'est vraiment le continuateur des thèses de Durkheim d'une société holiste. Mais la différence de Durkheim, c'est que Durkheim il a passé toute sa vie à bosser le cul vissé sur sa chaise dans son bureau en travaillant sur des données chiffrées, alors que Lévi-Strauss il va sur le terrain, au contact des sociétés. Et ouais mon gars! En bon ethnologue, Lévi-Strauss s'est donc déplacé au cœur des sociétés qu'il souhaitait étudier, et il a notamment observé des sociétés qu'il appelait dites primitives, on dirait plutôt maintenant sociétés sans écriture.
et ils cherchent sur leur mode d'organisation comme les structures de parenté ou l'étude de leur mythe fondateur. Avec Lévi-Strauss, le récit anthropologique prend donc la forme de carnets de voyage, souvent raconté à la première personne, où le chercheur raconte sa confrontation à d'autres cultures. C'est notamment le cas d'un de ses ouvrages qui reste le plus connu, Triste Tropique, dans lequel il revient sur un voyage de plusieurs années au Brésil. Dans Game of Thrones, on a typiquement ce type d'approche, à ceci près que l'anthropologue a des boobs. Parce que la façon qu'on a de découvrir la société d'Ostrak, c'est par les yeux de Daenerys. Vois la longueur de sa chevelure. Quand un Dothraki est vaincu au combat, on lui coupe sa tresse pour que le monde entier voie sa disgrâce. Khal Drogo n'a jamais subi une défaite. C'est un sauvage, bien sûr, mais c'est l'un des meilleurs tueurs actuellement vivants. Et tu vas devenir sa reine. Qui est tout d'abord vendu dans l'espoir que Khal Drogo fournisse une armée à son frère, qui est plein d'amour fraternel envers sa petite sœur. Je laisserai la totalité de sa tribu te baiser. L'ensemble de ses 40 000 hommes, et leurs chevaux aussi, s'il fallait en passer par là. Mais quel charmant personnage. Attendez, on va se faire un petit kiff. Une couronne pour le roi. Voilà. Ça fait plaisir. Bon, vous l'aurez bien compris, Daenerys n'a pas vraiment le choix. Et pour se faire accepter par la société de son futur mari, elle doit se familiariser avec la culture d'Ostrak. Et c'est lors de cet apprentissage accéléré qu'elle adopte donc une posture que l'on pourrait facilement comparer à celle d'un anthropologue. En fait, l'histoire de Daenerys, c'est un peu Lévi-Strauss chez les Dothraki, quoi. Jalanasri-Oriani. Ouais, enfin, Lévi-Strauss avec des boobs, quoi. Et des cheveux blonds. Et des dragons. Et un papa qui veut brûler tout le monde, je sens que ma métaphore est en train de m'échapper complètement. À la différence de Lévi-Strauss, Daenerys ne se fait pas une simple observatrice de cette société. Une fois qu'elle en a compris les fondements, elle va tenter de la faire évoluer. Du moins, elle va tenter de l'utiliser pour la pointer dans une direction qui lui sera plus favorable. Elle va essayer de profiter de sa position de Khaleesi pour infléchir certaines traditions comme le viol des populations conquises qui n'est pas pour plaire à tout le monde. Mais ça crée des mécontents. Ana Khaleesi. Ana Asaki Yaresekoshi. Tana charak bosale. Mago. Izachechna gecharele. Kafin asumaja. Jakak nin voskal. Anna vajuk adoesion vasarat. Anna uchum toron ki genose. Inte vadahie. Tiho mehewa bilkirigadiman. Ella bata sosi elikan. Ekoya arikan. Eva ita soseki elikar. Ekona. Arikar. Et d'une façon générale, après la mort de son frère, elle va tout faire pour essayer de convaincre son Khal de l'aider à reconquérir le trône de Westeros. Mais elle se heurte alors à une barrière culturelle qui fait que le concept même de trône n'a pas lieu d'être dans la culture d'Ostraki. Kisha vastoki vosarexas vidoma dorechekate. Vos adore, mais trône. Trône. Adore finan Khal navesoe. J'ai Khaleesi. Calvos zegro adron anevaso. Mais zegre, sajason dise. On comprend cela dit que ce n'est pas facile d'embrigader un peuple entier dans un but qui n'a absolument pas de sens pour eux, alors qu'ils ont déjà une organisation sociale très développée. Les Dothraki occupent la région d'Essos, que l'on appelle la mer d'Othrak, une vaste plaine où ils font des raids réguliers, avec leur capitale Vaes d'Othrak, où ils se réunissent pour les grands événements et dans laquelle il est interdit de faire couler le sang. Pour ce qui est de leurs croyances, nous avons déjà parlé de l'importance du cheval dans leur culture. Il n'est donc pas vraiment étonnant que ce dernier constitue également une divinité au même titre que la lune et le soleil. Au passage, on peut noter que quand un guerrier mort se fait immoler, la tradition veut que l'on égorge et incendie avec lui son cheval pour qu'il ait une monture sur laquelle atteindre les cieux.
Dans l'organisation sociale des Dothraki, un khal est sans cesse entouré de ses 100 coureurs qui, une fois leur chef vengé, sont censés le suivre dans la mort pour chevaucher ensemble pour l'éternité. Ils ont également des sortes de superstitions, ainsi il est considéré comme mauvais de toucher un mort, sauf pour celui qui l'a tué. C'est assez fréquent dans la plupart des cultures d'avoir certaines coutumes visant à mettre la mort à distance. Plus singulier, les Dothraki craignent toutes les eaux qui ne sont pas consommées par leur monture, d'où leur répugnance pour l'eau salée et donc le refus de principe de Khal Drogo de franchir la mer. Mais bon, quand on s'appelle Daenerys, on... Ouais, on va dire Daenerys, c'est plus court. Quand on s'appelle Daenerys, on n'abandonne pas aussi facilement, et elle saura tirer parti des traditions des Dothraki. Si ces traditions existent, elles ne sont pas d'une rigidité à toute épreuve, et Khal Drogo fait justement partie de ceux qui osent s'écarter de la norme. Daenerys va donc réussir partiellement à obtenir ce qu'elle veut en faisant appel à la masculinité et à l'honneur de son khal. A Drogo ti picassere, zafaravason, atravason, así de todo francês de la céleste. Bon, et maintenant qu'on a bien expliqué ce que c'était que l'anthropologie... tu m'expliques ce que tu fais là? Oh merde! Bon, ben on a fait une bonne petite introduction à l'anthropologie, on comprend un petit peu mieux comment se pense la structure dans l'organisation sociale, mais maintenant ça va être le moment de regarder un peu tout ce qu'on a mis dans notre petite boîte. Ok, bon, allons-y, ça va être le moment d'être précis. L'anthropologie, c'est une discipline problématique. Tout simplement parce qu'elle est racontée par des scientifiques qui sont le plus souvent des occidentaux, blancs et des mâles. Et cela ne va pas sans un certain degré d'ethnocentrisme, où tout ce qui n'est pas leur norme ou leur culture devient tout soudainement exotique. Par là, je veux dire que les voyageurs ont souvent tendance à considérer leur société comme la norme, voire pire, comme un modèle inéluctable vers lequel toute société est vouée à tendre après une évolution suffisante. Et c'est pour ça qu'on les a souvent appelées des sociétés primitives. C'est parce qu'elles ressemblent à l'idée que l'on se fait de nos propres sociétés dans le passé fantasmé d'une ère pré-technologique. Dans cette optique, toute société normalement constituée doit passer par différents stades évolutifs obligatoires. Le feu, la roue, l'écriture, l'agriculture, l'argent, le capitalisme. Parler de société primitive, c'est donc problématique parce que ça suppose une certaine supériorité condescendante de l'observateur sur l'observé. Et en fait, on a tout simplement affaire à deux sociétés différentes, et non pas à deux stades différents d'une société qui serait la société humaine. Revenons maintenant à la notion d'essentialisme que nous avions abordée. Et non, c'est toujours pas un gros mot. Mais Nakissa. L'essentialisme, ce serait de considérer qu'il y a une correspondance automatique et obligatoire entre les structures sociales et l'individu. Et il ne faut surtout pas penser que les règles sociales sont intemporelles. Elles ont été inventées et elles seront oubliées, détournées, réinventées. De la même façon, on peut voir dans la saison 5 qu'à Westeros, l'importance de la religion est très variable en fonction des époques. Si elle est toujours restée en toile de fond depuis longtemps, on la voit revenir sur le devant de la scène dans la saison 5. Et cette réémergence prend son origine dans une intrigue politique. C'est dire à quel point des éléments divers peuvent influencer à long terme la direction que prendra une société. Mais non, c'est pas un spoiler. De toute façon, un spoiler dans Game of Thrones, c'est juste de révéler la mort d'un personnage, non? Cet épisode de Sociologique est maintenant terminé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à écrire dans les commentaires si vous avez envie de partager vos impressions sur le vaste sujet qu'est le structuralisme ou l'anthropologie. Je remercie grandement Gabrielle qui m'a aidé à écrire et à filmer cet épisode. Elle fera aussi partie de l'écriture et de la réalisation du prochain. Je vous dis pas encore sur quoi, c'est la surprise. Et puis moi, je vous dis à bientôt et en attendant, Das Check.
Knowledge. Ça fait très guerrier ça pour le coup.